Bonjour, alors bienvenue à l'épisode de cette semaine de Sciensationnel, un podcast de vulgarisation scientifique de la CFAC qui est maintenant en collaboration avec la RESQ et Promosciences. Alors, je suis votre autre Méliane Saint-Amand et je suis étudiante en biologie moléculaire en troisième année maintenant, juste comme ça, là, parce que je sais que j'avais pas introduit qui j'étais dans le premier épisode. Donc, puis dans le fond, le but du podcast, c'est simplement de pouvoir partager des connaissances scientifiques avec un grand public pour que tout le monde puisse mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait, parce que souvent, nous, les étudiants en sciences, on essaie de discuter avec notre famille de sciences, mais c'est pas toujours facile. Ils comprennent pas toujours. Donc, aujourd'hui, on reçoit Luc Gaudreault pour nous parler de génétique, qui est un professeur ici à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Luc. Bonjour. Alors, toi, tu peux peut-être expliquer un peu qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire? Au fil des années, on a fait beaucoup de choses, mais en gros, ma spécialité, c'est vraiment le contrôle de l'expression des gènes, donc la transcription génique, la biologie de la chromatine, l'épigénétique. Donc, vraiment comment la fine régulation des gènes se produit, puis dans des cas de dérégulation, comment ça peut mener à certaines maladies génétiques comme le cancer. Bon, fait que tu vas être bien placé pour nous expliquer c'est quoi la génétique en général. J'espère. Bon, ben on va commencer quand même doucement. Qu'est-ce que ça veut dire, la génétique? Qu'est-ce qu'on a? En fait, si tu veux une définition, j'ai pas vérifié Wikipédia pour ça, mais en gros, c'est la science de l'hérédité, la génétique. Donc tous les traits, les caractères héréditaires, c'est la science de la génétique, en gros. C'est pas mal ça, je te dirais. Okay. Depuis quand est-ce qu'on est au courant que, dans le fond, il y a des traits qui se transmettent? Comme la génétique, ça existe, dans le fond. Ça fait très longtemps. Ça date probablement du début des années 1800 quelque chose, là, quand probablement un des fondateurs, le père de la génétique, en partie, qui était un moine, Gregor Mendel, là, qui en a fait beaucoup. Il travaillait avec des petits pois, il faisait des croisements avec des petits pois, puis il s'est rendu compte, en fin de compte, que il y avait beaucoup de traits caractéristiques qu'on va appeler des phénotypes, là, qui semblaient être de nature héréditaire. Donc, dépendamment quel croisement il faisait avec quel autre croisement, il y avait certains traits de caractère, certaines choses là, qui pouvaient revenir de façon assez régulière et mathématique, en fait. Il y avait vraiment un apport mathématique important. À l'époque, la biologie moléculaire n'existait pas. On ne savait pas qu'est-ce que c'était. La nature même de l'ADN, nos gènes, nos chromosomes, on n'avait aucune idée, mais on voyait quand même des patrons mathématiques de reproduction. Donc, les traits, les caractères pouvaient être reproduits de façon selon plusieurs lois mathématiques en fin de compte. Fait que ça a été vraiment le début, je crois, de la génétique en tant que telle. OK. Puis après ça, dans le fond, après Mendel, il a commencé à reproduire ses pois, il a observé des phénotypes qui se propageaient dans les générations. Ouais. C'est quand qu'on a découvert moléculairement c'est quoi un gène? Ouais, ça a été quand même un long processus parce que tu vois, à l'époque, il y avait beaucoup d'embryologistes qui étaient des rockstars de la biologie, un peu, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait comme deux clans. Là. Il y en avait qui pensaient que dans une cellule, il y avait vraiment des petits organes qui étaient tous minuscules, mais qui avaient le potentiel de se développer en organisme puis en organes tels qu'on les connaît. Puis il y avait un autre clan qui disait carrément que il devait y avoir tout plein de réactions chimiques qui devaient se produire là, pour une espèce de plan d'architecte là, qui était très dépendant d'un paquet de réactions chimiques pour produire un organisme. Donc, on sait tous qui avait raison dans ces deux clans-là. L'ADN en tant que tel a été découvert, oh mon Dieu, je pense que encore dans les années 1800, mais plus un peu après
le milieu des années 1800, dans le coin de 1860, là, si ma mémoire est bonne, Frédéric Mitchell, quelque chose comme ça, qui a découvert vraiment l'ADN. Après ça, on a commencé à tranquillement décortiquer ça, puis on a compris que, par exemple, c'était quoi chimiquement l'ADN, donc ces bases de nucléotides, là, comme une espèce de code alphabétique de lettres, donc quatre bases importantes, adénine, guanine, cytosine, thymine, puis qu'il y avait certains ratios qui devaient être maintenus entre ces bases-là. Donc, dans les bases, on va les appeler AGCT, adénine, guanine, cytosine, thymine, devaient être maintenus en proportion relativement conservée et égale. Ça, c'était M. Chargaff, on parle des années un peu avant les années 50, là. Puis par la suite, je dirais qu'une découverte vraiment pionnière de la biologie moléculaire, ça a été par les célèbres Jim Watson et Francis Crick en 53, qui ont vraiment décortiqué comment que la structure de l'ADN c'était hélicoïdale, puis comment tout ça pouvait se perpétuer, se reproduire en tant que tel avec des enzymes, etc. Donc, c'est vraiment là le départ, je vous dirais, de ce qu'on connaît de la biologie moléculaire, puis ça nous fait... C'était vraiment une illustration chimique, si on veut, de c'était quoi le patrimoine génétique qui était responsable de tous les caractères génétiques qu'on connaît aujourd'hui. OK. Puis dans le fond, quand, tu sais, tantôt on parlait que c'était beaucoup mathématiques, là, les choses de Mendel, qu'il observait des patrons mathématiques dans l'hérédité des gènes. Est-ce que c'était toujours... Parce que je suppose qu'à un moment donné, il y a eu des variations puis que ça ne suivait plus. Tu sais, les petits pois, c'était quand même simple, mais quand on prend des organismes différents, qu'est-ce qui fait que là, ça ne suit plus nécessairement les règles mathématiques des petits pois? Ouais, mais comme d'autres. En fait, c'est assez surprenant parce que Mendel avait raison encore aujourd'hui. La plupart de ses découvertes, ça tient encore la route à tous les niveaux. Sauf que faut comprendre que dans une cellule, c'est pas un algorithme mathématique, c'est des molécules qui se touchent puis qui interagissent ensemble, puis souvent c'est relativement circonstanciel. Puis Mendel à l'époque avait élaboré tout ce qu'on connaît des gènes dominants versus des gènes récessifs, puis tout ça. Mais quand on transpose ça de façon moléculaire de ce qu'on sait, comment les molécules fonctionnent en elles, la plupart de ça fait quand même un super bon sens, en tout cas, de ce que je fais. La différence entre un gène dominant et récessif? Ouais, ben, en termes de... Quand j'enseigne ça dans mes cours, j'aime toujours parler de cancer par rapport à ça. Ça s'illustre bien avec des exemples. Un gène qu'on va dire dominant, ben, vous savez que si on prend l'exemple d'un génome humain, on a 2 copies de chaque chromosome, sauf nos chromosomes sexuels, mais on a 2 copies de chaque chromosome, donc qui sont en principe identiques. Et puis, donc, ça veut dire chaque gène a une copie homologue sur son autre ou identique sur son autre chromosome. Mm-hmm. Quand on va parler de dominance, c'est qu'il y a un changement dans un de ces 2 gènes-là, une copie de gène a un changement, qui va avoir qu'un seul changement sur un seul des chromosomes va avoir un effet important sur soit une maladie ou un trait caractéristique héréditaire pour l'appeler un phénotype, par exemple, pour introduire le concept. Donc c'est vraiment un seul des 2 gènes qui est modifié, qui va avoir un effet. Donc, d'où le terme de dominance. Donc, un seul des 2 gènes a une modification qui va imposer un changement phénotypique. Donc, on va parler d'une certaine dominance, tandis que la récessivité, c'est plus au niveau... on a besoin finalement de l'absence de fonction des deux gènes pour observer un phénotype. Par exemple, dans des cas de cancer, ben, je ne veux pas
complexifier tout ça, mais si on parle de gènes suppresseurs de tumeurs, c'est des gènes qui sont importants pour contrôler la croissance tumorale. Si on enlève une copie de ces deux copies, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment enlever les deux copies. Donc, là, on parle de gènes récessifs, si on veut, de traits génétiques récessifs. OK. Fait que dans le fond, on va imaginer ça là, pour que ça soit peut-être un peu plus clair, là, mais si tu as un parent qui a des yeux bleus puis tu as un parent qui a des yeux bruns, c'est que forcément, le parent aux yeux bleus, il y a des copies récessives parce que les yeux bleus, c'est un gène récessif qu'on peut juste voir s'il n'y a pas d'autres couleurs, dans le fond. Puis dès que tu as la présence de brun sur un de tes chromosomes, tu vas être brun automatique, comme il prend le... Exactement. Il prend de la dominance du contrôle de qu'est-ce qu'on va voir. Exactement. Que si on enlève... Si tu as absence des deux, ben là, tu as les yeux bleus. Ouais, là, c'est comme rien, puis rien, pas rien, là, parce que rien. C'est ça. L'analogie est bonne. Rien veut dire récessif. Ou absence de fonction en termes moléculaires, c'est que ça, y a la fonction de cette protéine-là, parce que les gènes vont produire l'information pour fabriquer une protéine qui, dans la cellule, va être comme une espèce de petite machine qui va avoir une fonction bien précise. Donc, quand c'est récessif, c'est absence de fonction complète des deux gènes sur les deux chromosomes. Fait que dans le fond, bleu, c'est absence de pigments, comme moins de pigments, fait que moins foncé, fait que ça donne bleu. OK. Puis dans le fond, là, on parlait de chromosomes, puis de gènes, de nombre de gènes. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le nombre de chromosomes que, mettons, nous, on a, puis notre intelligence versus d'autres espèces? Notre intelligence en termes de complexité de l'organisme, parce que l'intelligence pour chaque espèce, comme tu sais probablement, pour moi, l'intelligence, ça se mesure en fait à quel point un organisme peut bien s'adapter à son milieu et survivre et perpétuer ses gènes. C'est ça le but de probablement chaque espèce. Donc, survivre dans son environnement, perpétuer ses gènes, c'est ce qui assure le fitness, pour utiliser un terme en écologie, d'une espèce. Donc, intelligence, en ce sens, je te répondrais par quelque chose d'un peu ambigu en disant oui et non. Il y a des organismes beaucoup plus simples qu'un humain, si on le compare de cette façon-là, par exemple, qui vont avoir un génome beaucoup plus complexe. Donc, beaucoup plus de gènes, beaucoup plus de séquences d'ADN qu'on ne sait pas vraiment ce que ça fait dans leur génome, qui vont être présentes. Tandis que mais il y a quand même une certaine corrélation. Tu sais, si on compare une levure avec un humain a beaucoup plus de gènes, par exemple, qu'une simple levure. Donc, il y a une part de vérité dans ça, mais il y a vraiment beaucoup d'exceptions à cette règle-là. Donc, il n'y a pas vraiment une stricte corrélation. Là, plus tu as de gènes, plus tu es intelligent, plus tu es évolué. Pas du tout même. Mais dans le fond, tu sais, par exemple, il n'y a pas des fruits, des légumes, des plantes qui ont plus de chromosomes que nous? Exactement. Absolument. Oui. Dans le fond, ils ont plus de gènes que nous, mais ça les avantage pas, tu sais, comme ils sont pas capables de sauver d'un prédateur, mettons. Non, mais tu sais, encore là, si on pense en termes de biologie, qu'est-ce qui fait qu'une espèce a du succès dans son en tant que tel, c'est vraiment bien survivre dans son environnement puis être bien adapté. Fait que est-ce qu'une plante a vraiment des prédateurs? Ça dépend de sa capacité à se reproduire. C'est tout différent. En fait, le concept de prédation chez une plante, ça n'existe pas vraiment non plus. Donc c'est vraiment l'habilité à pouvoir survivre dans son environnement biologiquement qui fait qu'une espèce doit être plus évoluée par rapport à une autre, par exemple. Et de pouvoir transmettre ses gènes et de continuer le cycle de la vie. OK. Puis tantôt, tu parlais des 4 bases azotées là, de l'ADN. Ouais. Est-ce que tous les organismes vivants sont constitués d'ADN? Oui. Ça? Tous les organismes vivants? Presque. Il y a des exceptions où ils ont des bases modifiées, mais je te dirais 99,99999%
de tout ce qui est vivant ont le même code génétique, mais dans le sens qu'ils ont les mêmes bases, le même code AGCT dont je faisais référence, C'est sans vrai parce exception. que les virus, c'est pas vivant. Qu'est-ce qui est vivant, en fait? Parce qu'il y a des virus avec des génomes d'ARN. Ouais, oui, OK, c'est là que tu vas en venir, parfait. Ouais. Euh, les acides, oui, mais ils vont quand même être capables de se répliquer. Les virus, est-ce que c'est vivant? Qu'est-ce qui est vivant? Euh, Ouais. Ça, c'est une question. est-ce qu'une bactérie vivante, oui, selon moi, aussitôt que ça peut se répliquer, pour moi, il y a du vivant là-dedans. Ben, une molécule d'ARN, pour vulgariser, ça ressemble beaucoup à une molécule d'ADN. C'est un stade intermédiaire dans sa division cellulaire. Fait qu'en ce sens, pour moi, ADN ou ARN, ça aboutit à la même chose, la capacité de pouvoir se répliquer. Puis, en termes de code génétique, ça va mener quand même à la fabrication de protéines. C'est le dogme central de la biologie moléculaire, l'ADN qui va donner un ARN qui va donner une protéine. Tu sais. Fait que oui, ouais, bien sûr, il y a tout plein de virus ARN. Est-ce qu'ils sont vivants, pas vivants? Je ne sais pas. Est-ce que c'est important d'attribuer cette caractéristique-là à un virus vivant, non vivant? Je pense pas, mais ils sont certainement capables de se reproduire, si on peut parler ainsi. Et j'avais une question, puis je m'en rappelle plus. Ça a rapport avec les ARN aussi, mais... Oh my God, c'est gossant. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as dit? On parlait d'ARN, puis on parlait de... Ben, je parlais du dogme d'ARN. Je m'en rappelle. OK. Oui, dans le fond, ma question, c'est que est-ce qu'il y a des organismes qui ont plusieurs génomes? Parce que nous, mettons, on a un ADN, puis dans chacune de nos cellules, on a une copie de notre ADN. Mais est-ce qu'il y a des organismes vivants qui, dans le fond, ils ont plusieurs génomes? Ça va être l'exception. Tu peux avoir des protozoaires, par exemple. Là, tu testes mes connaissances. Tu vas avoir certains protozoaires, par exemple, qui vont avoir deux noyaux, donc genre de deux génomes. Ils ne sont pas identiques. Il va y avoir comme un macronoyau, un micronoyau, beaucoup de similitudes, mais en gros, je te dirais qu'en général, chaque organisme a un génome. Il y a des exceptions, il y en a toujours. Des exceptions comme je t'expliquais, mais ouais, en gros, c'est un organisme, un génome. Mais le génome, souvent, va être ce qu'on dit diploïde, donc deux copies, comme j'essaie d'expliquer tantôt, deux copies de chaque chromosome. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est pas toujours le cas dans nos cellules reproductrices, par exemple, nos gamètes, ben là, c'est une seule copie, par exemple, mais sinon, on a toujours deux copies. De façon générale, les organismes ont deux copies de chaque génome. Bon, ça tient pas la route pour les bactéries, ça, par exemple. Tout ce qui est ces organismes-là. Évidemment pas les virus non plus. Mm-hmm. Ouais, c'est unicellulaire. Là, fait que, ouais. Il y a beaucoup d'unicellulaires. Je parlais des protozoaires encore là. C'est vrai. Parfois des génomes très complexes. Plusieurs types de levures qui sont unicellulaires, mais qui ont quand même deux copies de chacun de leurs chromosomes. Ils peuvent évidemment avoir un cycle où ils ont une seule copie, mais la plupart du temps, en nature, on les retrouve à deux copies de chaque chromosome aussi. Puis dans le fond, tantôt, on parlait de récessifs dominants, puis de maladies, de cancers. Donc, il y a plusieurs maladies qui ont des explications génétiques qui s'expliquent à cause qu'il y a un manque de fonction. Est-ce qu'il y en a-tu qui c'est comme un trop-plein de fonctions? Oui. Trop plein de fonctions, oui, effectivement, le cancer, justement, ce matin, j'ai passé quelques heures à discuter de ça avec des étudiants. En fait, le cancer, c'est une accumulation de mutations qui vont faire que tu vas avoir une perte de contrôle de la division cellulaire, puis de plus en plus de dommages à l'ADN, puis à un moment donné, tu vas cibler des gènes qui sont importants pour la croissance cellulaire, etc. Puis tu as déclenchement de cancer. Souvent, tu as des mutations qui vont faire en sorte
que ça va promouvoir une accélération de la croissance cellulaire là où c'est pas nécessaire. Par exemple, dans un œil, par exemple, si tu as des cellules qui décident de croître de façon anarchique, ben, ça va produire une tumeur. Ils sont normalement pas censés de se diviser du tout ou à ce rythme-là, certainement. Donc, c'est des protéines ou des mutations qui vont produire des protéines qui font quelque chose de vraiment additionnel à ce qu'ils devraient faire normalement. Mais dans le fond, tu sais, je sais qu'il y a des tumeurs qui sont développées parce qu'on a des pertes de contrôle des éléments qui comme contrôlent des choses. Mais dans le fond, il y en a aussi que c'est, je sais pas moi, il y a une surexpression d'une hormone de prolifération ou de quelque chose qui... Oui, en fait, dans les années peut-être fin 70, début 80, on cherchait désespérément le gène du cancer ou les gènes du cancer. Puis c'est là qu'on a élaboré un peu plus, on a découvert ce qui était un oncogène, finalement un gène oncolytique qui pouvait promouvoir le cancer. Puis c'est un gène qui, normalement, dans la cellule, a une fonction normale, mais avec certains changements génétiques, des mutations, qui lui conféraient des propriétés additionnelles que, de façon anormale, pouvaient vraiment contribuer de façon exagérée à une croissance cellulaire qui va mener éventuellement à un cancer. Donc, puis il y a d'autres classes de gènes aussi ils sont super importants pour contrôler, s'assurer que le cycle cellulaire soit bien contrôlé, que lorsque tu passes d'un cycle cellulaire à l'autre, qu'il n'y ait pas que tu sois capable de contrôler l'intégrité des génomes. Donc, parce que l'ADN, à tous les jours, on fait face à toutes sortes de produits qui vont endommager, faire des mutations dans notre ADN, mais heureusement, nos cellules sont capables de réparer la plupart de ces mutations-là. Donc, il y a des protéines qui s'assurent que le travail est bien fait, avant de pouvoir diviser les cellules de façon générationnelle. Donc c'est quand il y a un problème dans la qualité de ces protéines-là, il commence à avoir des mutations qui les rendent non fonctionnelles. Là, on commence à avoir des problèmes. Peut-être que j'exagère un peu sur mes trucs de cancer, mais j'ai suffisamment vulgarisé. Mais dans le fond, qu'est-ce qui peut endommager qu'est-ce qui cause des mutations? Il y a beaucoup de trucs qui vont qui vont causer des dommages à l'ADN. On parle de rayons ultraviolets. Il y a énormément de produits chimiques qu'on consomme à notre insu dans notre alimentation, toutes sortes de radiations, plein de pesticides, par exemple. Il y a énormément de choses. Puis c'est des facteurs environnementaux la plupart du temps. Mm-hmm. Oui. Plus que. Mais est-ce que ça s'accumule comme. Mettons, je vais au soleil, puis là, il y a des rayons UV, ils brisent mon ADN, mais là, ma cellule le répare. Oui. Parce qu'elle est capable. Mais là, si je fais ça pendant des années, est-ce que j'ai plus de risques que ma cellule ne répare pas parce qu'elle s'est déjà fait exposer ou c'est juste parce qu'elle est vieille? Ou... Ben non, c'est exactement ça. On dit du cancer que c'est une maladie génétique associée à l'âge, puis c'est exactement ça. Plus tu es exposé à différents agents qui vont pouvoir faire des mutations dans ton ADN, plus la probabilité, c'est une loterie dans le fond, plus la probabilité va devenir élevée que tu vas... il me semble qu'il y a beaucoup de gagnants à cette loterie-là. Ouais, c'est ça. C'est pas une belle victoire, mais c'est exactement ça. Donc, plus tu subis une mutation, plus tu as de chances de faire des mutations dans des gènes qui sont importants pour la croissance cellulaire ou des espèces entre guillemets, des gardiens du génome. Donc, dans les deux cas, c'est pas une bonne chose. Donc, mais les mutations, comme tu parlais des rayons ultraviolets, au soleil, etc., ce qu'on mange, les pesticides, c'est des mutations dans l'ADN, des changements qui vont être au hasard, ni plus ni moins. La plupart sont vraiment réparés de façon efficace,
Mais à un moment donné, il peut y avoir une dérégulation ou une mauvaise combinaison que tu vas gagner à la loterie, puis ça sera pas une bonne nouvelle. Oui, j'avoue que c'est pas une super bonne nouvelle. Puis en plus, tu as plus de chances que la vraie loterie, là, ce qui est un peu. Ouais. Mais puis dans le fond, là, en parlant de qu'est-ce qui cause le dommage à l'ADN, puis tout, j'aimerais ça qu'on explique si les vaccins, c'est dangereux pour notre ADN. Eh mon Dieu. Veux-tu une réponse longue ou Ouais. simple, courte? Pour moi, de toute évidence, les vaccins, ça n'a rien à voir avec des changements de notre ADN, de notre génome. C'est comme du coq à l'âne par rapport. Je ne sais pas pourquoi cette possibilité-là a été véhiculée dans le public qu'un vaccin. Le Oui. vaccin, là, mettons, on parle de la COVID, là, parce que c'est ça qui se passe. Là. Ouais. Et le vaccin de la COVID, il contient c'est un vaccin ARN messager. Ouais. Puis ça, c'était comme une petite partie intermédiaire de génome. Mais comment ça pourrait. Ouais, non. La seule chose que ça peut faire, ce vaccin-là, en fait, c'est une idée qui est quand même. Le vaccin à ARN, ça marche bien, mais l'idée est quand même très simple de base. Je parlais du dogme de la biologie moléculaire. Mm-hmm. Normalement, l'ADN contient l'information pour fabriquer une protéine cellulaire qui va jouer un certain rôle. Mais il y a des messagers intermédiaires qu'on appelle les ARN messagers, qui, à leur tour, vont être impliqués dans la production de la protéine. Donc, à l'étape d'ARN messager, c'est des molécules qui sont extrêmement fragiles, facilement dégradables par la cellule. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est dicter l'information pour produire une protéine. Dans le cas de la COVID, dans ce vaccin-là, ils vont avoir l'information pour produire la protéine Spike, qui est en fait la protéine de reconnaissance du récepteur ACE2 là, qu'on a entendu parler. Donc c'est vraiment une façon de produire de façon efficace une protéine du virus qui va être reconnue par le système immunitaire de façon efficace, puis par la suite va s'en suivre des productions d'anticorps par notre système immunitaire. Tout simplement ça. Donc, impossible qu'un ARN messager va interférer dans notre ADN, notre génome, tout ce genre de choses-là. Ça n'a même pas en contact, en fait. Là. Jamais, aucun rapport. Puis en plus, si on parle de un gros mot pour moi, compartimentalisation, si je peux dire ça entre guillemets, cellulaire, l'ARN messager, lorsque ça se produit, la production de, tu sais, l'ADN, c'est dans un noyau cellulaire qui doit produire un ARN messager qui doit être exporté ailleurs dans la cellule, qu'on appelle un compartiment qu'on appelle le cytoplasme, pour ensuite être reconnu et fabriqué en protéines. Là, on outrepasse des étapes pas mal cool. Lorsqu'on reçoit juste l'ARN messager, ben ça rentre dans la cellule, on reste dans le cytoplasme à la base, rien de compliqué. Tout ça va être décodé en protéines Spike 2 que le système immunitaire va reconnaître. Donc c'est vraiment extrêmement simple biologiquement à comprendre pour les biologistes moléculaires, en tout cas. Dans le fond, mais rien à voir avec notre génome, puis interférence en notre génome, même que ça va même pas à l'endroit où nos gènes sont situés dans la cellule. Tu sais. Mais qu'on nous donne, en fond, de l'ARN messager ou directement les protéines Spike, les spicules, ça serait la même chose, en fait. Là. Exactement la même chose, sauf que dans les tests, tu sais, c'est essai et erreur souvent quand on produit des vaccins. Des fois, on essaie des choses. Logiquement, c'est bon. D'autres fois, c'est pas bon. Ça s'avère juste que dans le cas de ce vaccin-là, parce que chaque vaccin est différent. Donc, à chaque fois qu'on essaie de développer un vaccin, c'est super différent. Donc, dans ce cas-là, ça s'avère que juste la protéine Spike, l'injection, ça marche pas très bien. Puis dans le cas de l'ARN messager, ça marche vraiment bien. L'autre vaccin qui est relativement populaire, là, et c'est ma première dose de vaccin, on parle de AstraZeneca. Là, AstraZeneca, on introduit un virus dans le système qui va, lui, produire la protéine Spike. Donc, ça arrive au même résultat dans le fond.
Mais ce virus-là, il n'était pas dangereux. Ben, il y avait un risque plus élevé de thrombose, mais c'est pas dû au vaccin spécifique contre la COVID. C'est dû au fait qu'on utilise le véhicule d'adénovirus, le virus en tant que tel. Le virus de COVID, c'était un virus spécial qui contenait des gènes de COVID, dans le fond. Exactement, exactement. Donc là, on utilise un autre type de virus qui a rien à voir, juste pour l'introduire dans nos cellules, pour permettre l'expression de cette protéine du coronavirus Spike. Donc c'est la seule raison. Donc, mais on sait tous que les virus sont avérés beaucoup plus efficaces dans ce cas-là. Mais dans l'histoire de l'immunologie, la vaccination, il n'y a pas de solution parfaite, mais je dirais que c'est pas loin de la vérité par rapport à ça. Ouais. Puis dans le fond, là, on a beaucoup de matériel dans notre génome. Ouais. Combien on a de gènes? 30 000 gènes, 25-30 000 gènes, plus ou moins, l'écart type est assez élevé. Il y a ce nombre de gènes-là, mais dans notre génome, ça va représenter à peu près 2% de tout notre bagage génétique, là. Fait qu'il y a plein d'autres affaires dans nos génomes, à part juste les gènes. OK. Puis, est-ce qu'on connaît nos gènes? On les connaît-tu bien? Est-ce que c'est bien documenté? Oui, on les connaît avec toutes les méthodes de séquençage. On connaît tous les gènes. Évidemment, il y a beaucoup de gènes qui vont coder pour l'information de protéines dont on n'a aucune idée qu'est-ce que ça fait encore. Fait qu'on connaît les séquences, mais... On connaît les séquences, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'ils font dans la vie. C'est ça. Pour beaucoup, c'est clair, c'est facile. L'approche moléculaire qu'on a, j'utilise toujours, j'aime bien faire cette analogie-là. On est des mécaniciens, dans le fond. Dans un gène particulier, notre approche, c'est on est capable de modifier le gène, donc l'enlever ou y rajouter quelque chose. Si on veut savoir comment ça fonctionne, on enlève un gène, puis là, on dit « Ah, OK, là, la cellule est plus capable ou l'organisme est plus capable de faire telle fonction. Donc, ce gène-là devait être important pour faire telle affaire. » Donc, c'est l'approche mécanicienne. On arrache quelque chose. S'il y a une affaire qui marche plus, on va dire « Bon, mais ça devait être important pour ça. » Assez simple quand même. Donc, faire ça avec tous les gènes humains, par exemple, jusqu'à présent, on n'est pas rendu là. On a avancé énormément pour beaucoup de gènes. On sait ce qu'ils font, mais on ne sait pas entièrement là, qu'est-ce qu'ils font. Même, il y a des pseudogènes ou d'autres molécules ARN qui ont des fonctions dans la cellule qu'on commence à peine à comprendre qu'est-ce qu'ils font, puis ils ont quand même un rôle important. Parce que si on a juste 2% de notre génome qui est de l'ADN puis qui code pour des gènes, dans le fond, exact. C'est quoi le reste? Il y a ce qu'on appelle des pseudogènes, donc c'est des espèces de copies de gènes fonctionnels qui sont devenues dans l'évolution non fonctionnelles, mais qui sont quand même là. Il y a des séquences de virus qui se sont insérées dans nos génomes. Il y a beaucoup de séquences répétitives. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des séquences d'ADN qui intercalent nos gènes, qui sont quand même... donc, tout ça, là, c'est à peu près la totalité du génome, 98% quand on y pense. Ça fait que nos gènes en tant que tels, qu'on connaît aujourd'hui très bien, c'est juste une toute petite partie de nos génomes. OK. Fait que dans le fond, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des maladies qu'aujourd'hui, on comprend pas puis qu'on sait pas si c'est génétique ou non, que dans le fond, ça aurait rapport avec des gènes qu'on connaît pas encore, juste parce qu'on les connaît pas? Ben, les gènes, je pense qu'on commence à les connaître pas mal bien. Ce qu'on connaît moins bien, c'est qu'est-ce que fait ces autres composantes-là de nos génomes. Puis c'est difficile à tester. Parce que quand, tu sais, l'approche moléculaire, comme je te dis, l'approche mécanicien, on a déjà une préconception que tel ou tel gène est important, donc on peut faire des changements.
dans ces gènes-là. Donc, techniquement, aller changer les autres parties du génome, c'est très difficile à voir leur impact. Donc, c'est pas parce donc, techniquement ou technologiquement parlant, on le sait juste pas. Donc, enlever ces parties-là pour voir quel impact ça pourrait avoir, on n'est pas rendu là pour toutes sortes de raisons techniques. Entre autres parce qu'ils sont copiés beaucoup trop souvent de la même façon dans nos génomes. Il y a plusieurs copies. Fait qu'enlever une copie de quelque chose d'unique, c'est facile, mais enlever plusieurs copies de quelque chose qui se ressemble énormément partout, c'est très difficile à faire technologiquement. On l'a pas fait, on n'est pas rendu là. En gros, c'est pas mal ça. OK. Fait que c'est ça. C'est sûr que si il y a plein de copies d'affaires, pareil, c'est pas facile à l'exclure puis faire OK, ben on l'enlève, c'est ça que ça donne. Exactement. Tandis qu'avec les gènes, ces 2% de gènes-là qu'on connaît, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a une, deux copies. That's it. Pas plus que ça. Puis dans le fond, est-ce que les génomes à travers différents organismes, mettons qu'on prend des mammifères, là, est-ce qu'ils sont si différents que ça? T'sais, on est-tu si différents que ça que d'une souris, mettons? Non, on est extrêmement semblable à une souris, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise la souris énormément comme modèle d'étude ou comme organisme modèle pour comprendre tout ce qui se passe génétiquement avec un humain. Si on compare l'ADN dans mes cours, récemment encore, je parlais de ça. Si on compare l'ADN, la composition dans le génome d'ADN d'un chimpanzé versus un humain, c'est presque 99% identique. Oh. Pourtant, au regard, on a quand même des différences importantes. C'est plutôt comment certains gènes vont être exprimés versus d'autres qui vont faire la différence dans ce cas-là. Donc, par exemple, j'ouvre une parenthèse, dans toutes nos cellules ont en principe la même sorte d'ADN, on a les mêmes gènes identiques partout dans tous nos types cellulaires. Pourtant, il y a des cellules qui sont spécialisées, les cellules du foie, par exemple, vont être spécialisées à détoxifier l'organisme. Les cellules des yeux vont faire complètement autre chose. Ça n'a pas la même apparence dans le type de cellules. Ces cellules-là vont faire partie d'organes. Donc, pourtant, au centre même des cellules, c'est tout le même ADN, c'est toute la même chose. C'est juste que c'est pas tous les gènes qui vont être exprimés en même temps puis dans la même sorte de cellules. Ça, c'est super important, ce contrôle-là. Mm-hmm. Parce que ouais, j'avoue qu'on n'a pas besoin d'exprimer, je sais pas moi, dans nos neurones, on n'a pas besoin d'exprimer des bâtonnets pour faire des couleurs. Non, puis si tu le faisais, c'est à l'origine de maladies génétiques. Le cancer, c'est en fait ça. T'exprimes des gènes qui devraient pas être exprimés dans certaines sortes de cellules, puis là, il y a une perte de contrôle, puis go. Okay. Fait que c'est exactement ça. Donc, ça prend vraiment, dans ces 30 000 gènes-là, plus ou moins, ça prend un super fin contrôle de comment ils vont être exprimés pour donner l'information pour produire les protéines voulues dans les différentes sortes de cellules puis dans les différents tissus, par exemple. C'est la même chose s'applique entre les différentes espèces. Donc, même si on prend une simple levure, par exemple, il y a beaucoup de gènes chez cette simple levure qui ressemblent beaucoup à nos gènes humains. C'est assez surprenant. Okay. Mais si ça a besoin d'un aussi fine-tuning comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont, mettons, la trisomie, puis eux sont quand même corrects? Ils ont encore plus de bagages génétiques que les deux copies nécessaires à quelque part. Mais comment l'organisme fait pour tolérer ça? Après ça, c'est un problème de méiose, dans le fond, lors de la division cellulaire, qu'au lieu il y a des erreurs à ce niveau-là, puis souvent l'expression trop, c'est comme pas assez, ça s'applique un peu dans le cas de la trisomie. Donc, la trisomie 21, c'est exactement ça. Tu as une surproduction de protéines qui ne devraient pas être
dans l'organisme et ça cause un paquet de problèmes. Donc, un chromosome de plus veut dire que ça va produire encore plus des petites protéines qui vont avoir une fonction dans la cellule qui est pas désirable. Donc, ça prend vraiment un bon dosage dans les deux sens. Pas assez, c'est pas bon, mais trop, c'est pas nécessairement bon. Puis c'est exactement le cas de la trisomie 21, expliqué de façon simple, par exemple. Y a des gens qui ont, mettons, une unisomie sur le 21e paire de chromosomes? Ouais. Puis, est-ce qu'ils sont viables, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont en vie? Est-ce qu'ils naissent? J'ai aucune idée. Parce que, tu sais, là, on est comme, un surplus, c'est comme pas assez, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont une isomie de chromosomes, tu sais? Je te dirais non, ça serait pas vraiment, ça donnerait pas une cellule vivante en tant que telle. Puis mon expression, trop, c'est comme pas assez, c'est juste pour illustrer un point. Ouais. Est-ce qu'on a des chromosomes uniques à part les chromosomes sexuels? Non, je pense que ça marche juste pas dans les cellules, ces affaires-là. Il va y avoir forcément mort cellulaire. Est-ce que je connais un exemple? Non, j'en connais pas Mais tu sais, dans le fond, quand il y a la méiose, s'il y a une trisomie d'un bord, parce qu'il y a comme une autre copie qui manque de ouais. Mais c'est parce que peut-être que, je sais pas, moi, il y a besoin de t'expliquer. Ben dans le cas du chromosome 21, je pense que c'est jamais observé, mais ton exemple, je pense que il y a d'autres types de syndromes où ça serait possible. Il y en a un qui me vient en tête en réfléchissant, le syndrome de Williams, qui ressemble un petit peu, là, je dis ça comme ça, à une trisomie, puis je pense que c'est justement une copie chromosomique d'un chromosome, lequel je me souviens vraiment pas. Le syndrome de Williams, c'est un problème développemental aussi. Ouais, ça fait que tu as probablement raison, mais évidemment, là, ça commence à être loin de mes cordes, là, ce genre de choses-là, mais juste de culture générale. Je te dirais, oui, c'est possible avec le syndrome de Williams, mais il faudrait vérifier. Disons, si je dis pas des niaiseries. C'est ça, je suis en train de checker, là, ça dit microdélétion chromosomique dans la région d'un des chromosomes 7. OK, fait que c'est pas comme un chromosome. Tout le chromosome. Ouais, c'est juste comme une petite partie du chromosome 7 qui disparaît. OK. Fait que sinon, vite de même, je connais pas vraiment d'exemple de syndrome où il y a juste un N chromosome. Mettons qu'on part sur le fait qu'il n'y en a pas, là, parce qu'on n'en connaît pas, là, mais parce que, dans le fond, pourquoi est-ce que parce que, dans le fond, je sais qu'il y a des syndromes qu'on peut avoir juste un chromosome sexuel. Mettons, les femmes, ça existe que tu peux avoir juste un X. OK. Mais pourquoi est-ce que c'est permis là, puis c'est jamais observé ailleurs? Une question tricky. Ouais, ben, c'est une question que, évidemment, je pourrais pas te répondre. Ce que je vais te dire, par exemple, c'est que c'est tu sais, honnêtement, les chromosomes sexuels, c'est pas les chromosomes les plus importants, là. Ouais, il n'y a pas grand-chose dessus. Pour le métabolisme de la cellule, puis la survie de la cellule. Donc, probablement que c'est possible avec les chromosomes sexuels, mais qu'avec d'autres chromosomes, c'est juste impossible à cause de l'importance ou le nombre de gènes supplémentaires qu'il va y avoir avec des fonctions importantes sur les autres chromosomes. Je te répondrais simplement comme ça. Aussi que on est victime de ce qu'on peut mesurer en science. Avec ce qu'on a observé, on l'a observé, mais ce qu'on n'a pas observé, ça ne veut pas dire que c'est pas là. Donc, est-ce que ça serait possible pour d'autres chromosomes? Comment tu testes ça? Puis, tu sais, il faut cribler beaucoup de sortes de syndromes pour pouvoir se rendre compte que si oui ou non, c'est possible. Donc, si ça ressort, c'est probablement que l'absence d'un X, c'est pas si terrible que ça. Entre guillemets, là, on s'entend. Oui, parce que ces gens-là, ils ont quand même ils sont quand même
qui ont un phénotype spécial. Là. Ils sont pas si bizarres que ça. Là. Ils ont un look, visiblement, quand tu le regardes vite de même, il a l'air bien normal. Mais je pense qu'il y a des retards mentaux ou comme des organes comme sous-développés génitaux, des affaires de même. Là, mais tu sais, de façon globale, c'est pas si dramatique que ça. C'est pas si sévère que ça. Je parle pas d'un point de vue société puis fonctionnalité de l'individu. Je parle vraiment d'un point de vue biologique. C'est pas si pire que ça, entre guillemets, juste pour être clair. Mais probablement que c'est justement à cause du nombre de... Puis on a pu l'observer parce que les autres chromosomes, si ça arrivait, ben ça occasionne probablement une mort. Fait qu'on voit pas d'individu comme ça. C'est ça. Donc tu pourras jamais le voir parce que c'est une mort trop précoce ou etc. Parce que c'est trop important pour. Fait que puis même des cas de la tétraploïdie dans des cas de cancer, ça arrive dans les tumeurs spécifiquement, mais dans un organisme en entier. Ça se voit pas souvent. Il n'y a pas tellement d'exemples que ça. Ça fait qu'à quel point un organisme pourrait survivre une trisomie sur d'autres chromosomes que celui du 21. Une tétraploïdie, dans le fond, c'est que le problème avec la trisomie, c'est que c'est débalancé. Parce que c'est 3. Mais une tétraploïde, dans le fond, il y a plein de légumes puis de fruits qui sont tétraploïdes, de plantes. Oui. C'est correct, mais tu sais, là, un organisme, on parle, mettons, tu sais, c'est un organisme, une plante. Là, un mammifère. Un mammifère, là, je suis pas sûre, là, mais tu sais, les plantes, eux autres, là, no stress, là, il y en a 5, 6, 12, le plus possible, c'est pas un problème. Là. Fait que c'est correct, mais pas chez un mammifère, mettons. Là. Mais aussi, côté développement, je ne vais pas dire développemental, mais croissance, une plante, c'est pas la même chose. Donc, avoir beaucoup plus de protéines pour faire le même travail, c'est pas nécessairement dommageable. Tandis que pour un mammifère, c'est sûr que ça va l'être. Fait que chez une plante, c'est probablement toléré beaucoup plus facilement, justement, parce que ce que ça va faire, c'est juste que tu as beaucoup plus de copies de gènes, donc tu vas avoir beaucoup plus de protéines qui vont faire des fonctions cellulaires diverses en fin de compte. Puis une plante peut être en division constante sans problème, en tout cas la plupart des plantes qu'on connaît, tandis que pour un mammifère, c'est désastreux. Ça fait c'est le cancer absolu, là. Mais, tu sais, c'est ça, tu disais que on ne savait pas si la trisomie, elle serait tolérée sur un autre chromosome que 21. Mais dans le fond, comment ça marche la classification des chromosomes? Parce que là, nous, on a 22 paires, c'est ça? De chromosomes. Fait qu'on a comme 46, plus avec nos sexuels. Les chromosomes sexuels, Mais mettons, c'est quoi la différence entre les chromosomes 1 puis 21? Pourquoi trisomie 1, ça ne marcherait pas, mettons? Ils n'ont pas la même sorte de gènes, c'est tout. OK. Mais c'est quoi qu'ils ont, les gènes du premier? C'est des gènes. Puis 21, c'est des accessoires, genre, c'est... Pas nécessairement. Écoute, tu me poses une bonne question. Je n'ai pas décortiqué la différence entre le chromosome 1 et le chromosome 21. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Pourquoi une trisomie? Plus court? Mais encore là, ça dépend de la nature des gènes plus qui sont présents dans ces chromosomes-là. C'est pas vraiment une question que je me suis jamais attardé là, à comparer. Mais dans le fond, tu sais, mettons qu'on compare avec... Parce qu'il y a d'autres sortes de trisomie, là, mettons trisomie 18, je pense. Mais trisomie 18, c'est 6 mois l'espérance de vie parce que plus que tu montes dans le nombre de chromosomes d'habitude, plus que c'est des gènes fondamentales. Qui vont, je sais pas moi, réguler ta respiration. Là. Fait que c'est sûr que si t'as pas ça, t'es mort-né, là, on va juste pas naître. Puis là, puis on va pas le savoir. C'est ça. Puis comme plus tu descends, moins que les gènes, plus les chromosomes sont courts, fait que moins ils ont de gènes. Puis plus les gènes sur les chromosomes sont comme moins essentiels à la naissance de l'individu. Là. C'est pour ça que on pourrait. Mais en même temps, c'est bizarre parce qu'on a 22 paires, mais la 22e paire, c'est sexuel, c'est ça? La 22e? OK, fait qu'on peut pas avoir une trisomie. Ben oui, on peut avoir une trisomie sur la 22e, là, mais c'est sexuel, fait que ça n'a comme pas rapport. Là. Mais on n'a pas de trisomie sur les 20.
trisomie 20, pourtant, c'est quand même loin. Ouais, écoute, ouais, c'est une question que moi, je peux absolument pas répondre, là, de toute évidence. Je sais pas quoi te dire par rapport à ça. Là. OK, fait que c'est dans le fond juste parce que c'est moins... les gènes sont moins... c'est moins grave. Là. Est-ce que c'est moins grave ou pas moins grave? C'est juste que c'est permis, que c'est la bonne combinaison, que ça peut se produire, puis qu'on l'observe toujours, puis que c'est à dire extrêmement commun, c'est relativement commun. Ouais, puis il y a des trisomies dans d'autres chromosomes, on l'observe jamais. Qu'est-ce qui fait que on l'observe beaucoup plus? Ben, ton idée de chromosome de plus en plus court, mais c'est pas parce que t'es plus court que tu as des gènes moins importants nécessairement. Sur ton chromosome plus court. Ça fait que, est-ce que ça fit? Mais je pense qu'aussi, tu sais, il y a 3 sortes de trisomies, genre 11, 18 puis 21. Puis je pense que 11, t'es juste comme mort-né. Comme c'est tellement grave, la trisomie 11, que je pense que t'es un fœtus, tu te développes en embryon puis tout, mais je pense que t'es mort-né tellement c'est grave. Puis là, de 18, qui est comme, ben tu vis genre 6 mois. Fait que c'est comme un peu moins pire, mais c'est quand même grave parce qu'à 6 mois, tu meurs. Le 21, c'est pas si pire parce que tu es capable de vivre toute ta vie avec, dans le fond. Là. Fait que c'est quelque chose, ça, là, cette idée-là. Là. Ouais. C'est intéressant d'aller voir c'est quoi les gènes, par exemple. Mettons, aller voir quel gène sur quel chromosome, puis faire ben check, ça, c'est genre. Ben, c'est sûr qu'il doit y avoir une réponse à ça. C'est pas parce que moi, je connais pas cette réponse-là. Je travaille vraiment pas du tout là-dessus, mais les experts en ce genre de trisomie-là, les généticiens, c'est sûr qu'ils doivent avoir des réponses à ça. Là. J'avoue, c'est intéressant. Ouais. Fait que notre génome, c'est un gros casse-tête qu'on connaît, mais pas trop, puis que les 98% de petits nuages encore là, qui remplissent tout notre génome, on sait pas trop c'est quoi. Fait qu'il y a encore beaucoup de recherches. Ben, on sait c'est quoi en nature, on sait qu'est-ce que ça fait? Juste pas certain ce que ça fait. C'est comme pendant plusieurs années, l'organisation des chromosomes dans un noyau, on pensait que c'était, pendant l'interphase de la division cellulaire, on pensait que c'était aléatoire, un gros bol de spaghettis. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Donc, il y a plusieurs interactions entre les différents segments de chromosomes, les différents chromosomes, puis les différents bouts de chromosomes, donc intra- et interchromosomiques, qui vont interagir ensemble pour avoir des fonctions régulatrices. Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est pas aléatoire, c'est parce que c'est toujours répété d'une cellule à l'autre. C'est le même patron, puis on peut le mesurer aujourd'hui. Fait que ça a un rôle régulateur additionnel. Donc, ne serait-ce que... Donc, ces différentes régions-là, qu'on ne sait pas trop ce que ça fait, mais bien à proximité des gènes, vont probablement influencer comment un gène va être exprimé ou pas, comment l'ADN va être divisé ou même réparé, tu sais, en fin du compte. Ouais. Puis dans le fond, est-ce qu'on sait comment ça marche? Tu sais, quand tantôt on disait que, mettons, on n'exprime pas tel gène dans une cellule d'œil parce qu'on n'a pas besoin de ça dans nos yeux. Est-ce que c'est parce que notre génome est placé d'une façon spéciale qui veut pas? Ou? Ben ça relève plus de la régulation. Donc, il y a un paquet de protéines, justement, que à peu près 20% des protéines encodées par notre génome. Leur travail, c'est vraiment d'effectuer un contrôle de l'expression de ces gènes-là. Donc, ils vont dire, OK, toi, tel gène, tu dois être exprimé dans telle condition, puis dans d'autres conditions, tu ne dois pas être exprimé. Il y a beaucoup de protéines qui vont faire ça. Et oui, les interactions à distance entre les éléments régulateurs, c'est super important pour effectuer ce contrôle-là. Bon, ben ça commence bien notre petit plongeon dans la génétique, mais on va pouvoir continuer dans un autre épisode. Là, on va pas parler d'épigénétique. Fait que là, on va pas rentrer dans toute le petit nuage de l'environnement. De fin contrôle de ces petits gènes-là, parce que dans le fond, tu sais, si en plus 20% de notre 2% de gènes, c'est des éléments régulatoires, ça donne qu'il n'y a pas tant de blocs Lego, puis on construit plein d'affaires différentes avec, dans le fond. Oui, tout à fait. Puis, je veux dire, c'est programmé comme ça, mais quand tu parles d'épigénétique, j'ai un nouveau cours là-dessus, puis c'est vraiment l'effet comment l'environnement peut moduler l'expression de nos gènes pour donner des phénotypes nouveaux, différents. L'influence, par exemple,
que, par exemple, l'obésité, ça peut être transmis de façon héréditaire, mais pas en changeant la nature même de nos gènes. La même chose, l'effet de plusieurs polluants environnementaux, comment ça peut changer nos habitudes de vie, etc., etc. Dans un de mes cours, dans mon cours d'épigénétique, je m'amusais bien à discuter de la gelée royale d'abeilles, par exemple. C'est un bon exemple. Ouais, c'est ça que dans la gelée royale d'abeilles, ça fait en sorte que la reine abeille elle va bouffer ça. C'est produit par les abeilles ouvrières. Puis la gelée va faire en sorte que, premièrement, la reine abeille est fertile, contrairement aux abeilles ouvrières. Elle est beaucoup plus grosse. Elle va vivre beaucoup plus longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En gros, il y a des molécules qui vont changer des mécanismes épigénétiques. Par exemple, qui vont permettre de réactiver certains groupes de gènes qui sont impliqués dans les espèces de moteurs cellulaires, etc., genre de choses-là. Puis on utilise la gelée royale d'abeilles aussi pour ses vertus anti-rides et rajeunissantes. Est-ce que ça a vraiment des effets sur nous, par exemple? Ouais, mais ce que ça fait, c'est que la molécule qui fait ça, en fin de compte, qui est particulièrement efficace, apparemment, c'est le 10-HDA qui, finalement, est une molécule qui va inhiber une classe d'enzymes qui sont impliquées dans l'épigénétique. Donc, tu permets de réactiver tout un groupe de gènes. Puis ça, en conséquence, qu'est-ce que ça va faire? Ça va stimuler la croissance des fibroblastes, par exemple, dans le collagène. Ça remplit, OK. Ah ouais, même sur nous. Même sur notre... Oui, tout à fait. Même en surface, parce que notre peau en surface est morte. Oh ouais, mais à l'intérieur même, c'est ça le gros. Est-ce que ça marche vraiment, vraiment super bien? J'ai aucune idée. Ouais. C'est ça c'est ça le marketing autour de ça. C'est qu'il y a du 10-HDA là-dedans. C'est super. Puis biologiquement, ça le fait. Là, ça stimule la croissance des fibroblastes dans le collagène. Mais c'est comme beaucoup d'autres trucs cosmétiques. Est-ce que ça marche vraiment? Ouais. Mais l'idée, ce qui est cool, c'est que ça agit directement sur un mécanisme épigénétique. C'est ce qui m'intéresse, moi, particulièrement de voir ça. Mais c'est juste un exemple. Là. Je ne veux pas déraper sur la gelée royale. En plus de nos gènes, puis tout notre matériel codé, il y a l'environnement qui vient modifier ça. Puis ça fait qu'on peut avoir XY gènes, mais notre environnement, il veut pas ou il veut qu'on l'exprime, qu'on surexprime, qu'on le sous-exprime. Oui, c'est que l'environnement va induire des changements dans nos gènes qui sont des sortes de changements chimiques qui vont faire que les gènes vont être exprimés de façon différente, ce qui va avoir un impact sur les différents caractères génétiques qu'on va observer chez les individus. Un des exemples, c'est par exemple chez les jumeaux identiques. Mm-hmm. Les jumeaux identiques sont génétiquement identiques, sont pareils, OK, 100%. S'ils sont élevés ensemble dans le même environnement, ils restent pas mal semblables, identiques, 100%. Si tu les sépares à la naissance puis tu les fais vivre dans différents environnements, puis tu les compares après 20, 30 ans, il y a des différences. Oui, il y a des ressemblances, évidemment, énormes, mais il y a des différences pas mal notables, beaucoup plus que des jumeaux identiques qui ont été élevés dans le même environnement. Donc, c'est tout à fait clair sur comment la même chose est vraie. Je parlais de l'obésité tantôt, les maladies neuropsychiatriques, choc post-traumatique, etc. Ça doit faire des... Est-ce qu'on a... Ça n'a pas rapport, là, vraiment, là, je me perds, mais est-ce qu'on a des mettons, des transcriptions de gènes où ce qu'on voit, mettons, une personne du même sexe, du même âge à peu près, puis, mettons, une qui n'a pas eu de choc post-traumatique puis une qui a eu un choc post-traumatique, comme est-ce que c'est si marquant que ça sur notre génome? Oui. Au niveau épigénétique, au niveau de la méthylation de l'ADN, il y a plein de littérature là-dessus. Justement, un choc post-traumatique, il y a des modèles de souris aussi. On peut les induire un choc post-traumatique chez une souris. Puis tu donnes des inhibiteurs de l'enzyme qui cause ces changements épigénétiques-là, puis l'état est renversé, en fait. Ah ouais, on peut renverser ça? Ouais. Tout ce qui est épigénétique est réversible. Contrairement à ce qui est quand tu as des changements dans ton ADN,
dans ton code génétique, c'est irréversible, mais les changements épigénétiques sont réversibles. Donc, c'est pour ça que les inhibiteurs, par exemple, d'enzymes qui vont méthyler l'ADN, sont des changements épigénétiques super importants, il y a beaucoup de promesses en thérapie. Oui, c'est ça que je me dis. Tu sais, on peut donner ça à des gens qui ont des post-traumatiques, puis ils vont peut-être mieux aller. Hein. Ouais, mais c'est comme la méthylation de l'ADN, c'est tellement impliqué à beaucoup de niveaux que oui, ça va soulager un symptôme, mais évidemment, comme beaucoup de médicaments. Peut-être en avoir d'autres. Ouais, c'est ça, exactement. Puis dans des cas de cancer, il y a des changements épigénétiques importants aussi. Par exemple, il va y avoir la méthylation de l'ADN de plusieurs gènes suppresseurs de tumeurs qui va avoir pour effet d'éteindre l'expression des gènes, donc de réprimer l'expression des gènes, empêcher leur expression, qui va faire que ces gènes anti-cancer, entre guillemets, pourront plus être fonctionnels. Donc, il y a beaucoup d'exemples de même d'épigénétique. On pourrait s'en jaser longtemps. J'avoue, j'aime vraiment ça. C'est vraiment intéressant, l'épigénétique. Bon, ben pour l'épisode de génétique, on va finir ça là parce que sinon, on va s'entendre pour toujours sur l'épigénétique, mais ça, on aura un autre épisode pour faire ça. Fait que merci, Luc, d'être venu à l'émission. Si tu veux, on peut continuer à se parler d'épigénétique après. Là. Mais merci d'être venu à l'émission. Puis, c'était un plaisir qu'on puisse expliquer aux gens un peu c'est quoi la génétique. J'espère qu'on les a pas trop perdus. Parce que justement, quand on va parler de cancer plus en profondeur, là, ça va être super important, là, comme tu avais tendance à aller là naturellement. Là, fait que, c'est très